Bonjour à tous, aussi nombreux que vous êtes. C'est un plaisir de vous accueillir aux événements de Tech Control. C'est notre quatrième meet-up. Et ce meet-up, en fait, il est organisé par la communauté technique qui a été initiée par Control Up. Et l'objectif, comme on vous le répète à chaque fois, c'est de fournir du coup à tout le monde un espace d'échange et de montée en compétences. Évidemment, vous êtes conviés à nous rejoindre à la fois sur le Discord, qui va vivre bientôt, promis, et évidemment sur la page Meetup où vous allez retrouver tous les événements. Et vous avez aussi notre LinkedIn sur lequel on communique du coup les événements Meetup. Aujourd'hui, on accueille Cyriac du Châtenay qui va nous parler de design token et API. Et on se pose la question, est-ce que ce sont des outils du futur? Cyriac, il est membre de l'équipe de Dotmine. Et Dotmine, en fait, ce sont nos associés. On partage à la fois les bureaux et surtout des valeurs avec eux. Donc n'hésitez pas aussi à aller les visiter à la fois sur LinkedIn et sur leur site internet. Ils cherchent aussi des développeurs, des chefs de projet de temps en temps, donc n'hésitez pas à les contacter. Et évidemment, on se retrouve après la présentation de Cyriac pour discuter autour d'une boisson. Faites du bruit pour Cyriac, s'il vous plaît, qui ce soir Bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce meet-up concernant les design tokens et les design API. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, tout d'abord, je tenais à préciser que je ne suis pas un expert dans tout ce qui est design token et design API. J'ai mis les sources en fin de présentation, comme ça vous pourrez y jeter un coup d'œil. Je vais m'appuyer sur ces sources ainsi que mon expérience personnelle. Comme ça, je pourrais un petit peu vous raconter comment se présente la technologie, etc. Donc, présentation rapide. Donc, moi, c'est Cyriac du Châtenay. Je suis en Bachelor 3 développeur web à l'ESD Bordeaux, en alternance chez Dotmine, comme disait Valentin. Et vous pourrez trouver en bas mon GitHub, voilà, si jamais vous voulez y faire un tour. Donc, les design tokens. Donc, cette technologie, c'est une technologie qui est agnostique. C'est quelque chose qui peut être utilisé dans des gros projets liant plusieurs équipes différentes. J'ai eu le cas notamment chez Pôle emploi, chez qui j'ai travaillé pendant un stage de 3 mois, et en fait, ils n'avaient pas de design token. Et donc, ça engendrait des problématiques de communication entre les équipes, etc., car le développement était fait en même temps que la production des maquettes. Voilà. Donc, le but des design tokens, ça va être d'automatiser les changements lorsque les designers changent le design system, et on le verra tout à l'heure, et faciliter aussi la scalabilité et l'utilisation d'un design system. Donc, les designers seront aux commandes. Et dès qu'ils vont changer quelque chose, ça pourra se répercuter chez les développeurs sous forme de pull request, ainsi que chez les marketeurs. Donc on peut mettre à jour un Google Slide, etc. Mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, un petit peu d'histoire. Tout d'abord, le principe de design token a été introduit en 2014 par Salesforce. Voilà. Donc ils ont mis ça en avant car ils avaient des problématiques pareil, de communication entre les équipes, de dialogues qui peuvent être longs et inutiles. Par exemple, Gérard a changé la couleur. Il y avait du rouge très clair et puis il a mis du rouge plus foncé. Donc du coup, il faut filer à tout le monde le bon code exa, mais ça a changé entre temps, etc. Bref, beaucoup de temps de perdu pour pas grand-chose au final. Et ensuite, ça a été mis en avant, donc récupéré par le Design Token Community Group depuis 2019. Et il y a pas mal de meet-up qui ont été faits notamment par Louis Chenet, qui est chez Specify et qui a fait pas mal de meet-up là-dessus aussi, pour vous expliquer un petit peu le concept. Et eux, ils ont mis un style guide en place sur lequel je me suis basé pour ce meet-up-là. Et comme ça permet aussi d'avoir des conventions de nommage, etc. Voilà. Donc, il y a une définition qui a été mise en place par Gina Hall des Design Token Community Group qui dit que Design Token, ça représente une petite décision design répétitive basée sur les design systems. Il se matérialise sous forme de variables pour remplacer des valeurs statiques. Le but, c'est que ce soit un maximum dynamique, automatisé, comme je le disais tout à l'heure, pour gagner un maximum de temps. Donc le concept, il est assez simple. Nous avons une couleur ici, donc qui a un code exa, qui va s'appeler par exemple Blue 300. Et c'est une décision de design. C'est-à-dire que demain, par exemple, le Blue 300 pourrait changer, il pourrait être plus clair, plus foncé, etc. Mais on l'a nommé comme ça. Pareil pour les bordures. On a une bordure de 3 pixels, noire, mais on pourrait très bien changer la largeur de cette bordure. Voilà. Et donc du coup, si on combine ces deux décisions design, donc Blue 300 et Border Width SM, on pourra avoir un border primary, qui serait une bordure bleue avec une largeur de 3 pixels.
Voilà. Et c'est le principe des design tokens. Donc ces design tokens, ils sont à la fois disponibles sur Android, sur Flutter, sur le web et sur iOS. Nous, ce soir, on va se concentrer sur le web, mais comme ça nous ressort un fichier JSON, il est utilisable sur ces différentes plateformes. Voilà. Donc, les conventions de nommage, j'en parlais tout à l'heure. Il y a une convention de nommage qui a été proposée par le Design Token Community Group, à savoir d'abord nommer la catégorie, le type de décision design que c'est, ensuite l'item qui est concerné, par exemple un sous-item s'il y a besoin, et un statut à la fin. Donc par exemple ça pourrait donner color background button primary active, ce qui correspond du coup à une décision design ou différentes décisions design combinées comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc pour les développeurs ça va les intéresser, les valeurs de retour que ça nous donne, là par exemple on a différentes couleurs, donc un noir, un gris et un bleu, et on voit que ça nous retourne toutes ces informations donc dans un objet JSON, et ensuite on peut les utiliser. Donc le design token, l'avantage c'est que c'est, comme c'est agnostique, il peut se greffer sur différentes technologies. À savoir que pas mal de designers aujourd'hui connaissent l'atomic design. Alors pas tous, mais certains l'utilisent et connaissent comment ça fonctionne. À savoir que le design token, il va se placer avant. Il va se placer sous forme ionique. On appelle ça comme ça. Ça reprend le principe de la chimie, et donc pour se greffer au schéma de l'atomic design, à savoir qu'on a les ions, toutes ces décisions design, les atomes, puis ensuite les molécules, puis ensuite les organismes, les templates et les pages. Et comme ça, on fait grossir un site internet. Donc un exemple de workflow, c'est on pourrait avoir ces design tokens au début, faire grossir notre application grâce à l'atomic design, et ensuite avoir un storybook derrière pour pouvoir gérer nos différents assets et avoir une certaine documentation. Donc, un exemple de structure de fichier, je ne sais pas si on arrive bien à y voir. Vous me dites. Ouais, donc ça, c'est un exemple de structure de fichier pour un projet React sous forme d'Atomic Design. Et on a un dossier qui s'appelle Tokens, où dedans, on a nos tokens qui ont été extraits de Figma dans notre projet. Voilà. Donc pour le web, on va pouvoir utiliser un package NPM qui s'appelle JSON to SCSS pour pouvoir convertir ce format JSON retourné par notre Figma directement en SAS et pouvoir l'utiliser pour le web. Alors pour les designers qui ne connaîtraient pas SAS, c'est juste du CSS un peu plus boosté pour les développeurs. Voilà. Qui permet de styliser une page. Et du côté de Figma, on va utiliser un plugin qui s'appelle Figma Token, qui va nous permettre de créer des tokens à partir d'un design system et de pouvoir les exporter sur un repo GitHub. Voilà, donc on va pouvoir voir ensemble la petite démo. Donc ici, je me suis créé un espace de travail qui est un semblant de design system. Je vais pouvoir ouvrir mon plugin. Donc là, je suis arrivé sur mon espace de travail et on voit qu'un design token, en fait, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être une couleur, ça peut être une taille de font, ça peut être un espacement, un border radius, une opacité, une ombre, une font family par exemple, une graisse de font, etc. Du letter spacing, etc. Enfin, il y a vraiment, même du texte décoration, ça peut être vraiment n'importe quoi. Voilà. On a même des cas custom où en fait on peut faire notre décision design custom. Donc là par exemple on va essayer d'ajouter un token. Donc moi ce que j'aimerais bien c'est ajouter cette couleur principale ici en tant que token et pouvoir l'utiliser dans mon application web. Donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le code exa. Donc je l'ai là et je vais ajouter un token ici. Voilà, je vais le nommer avec une convention de nommage. Donc nous ici, on va dire que c'est color background et ensuite primary. Voilà. Donc là, il a été déjà pris parce que j'en ai deux autres. Hop, donc je vais le nommer comme ça. On peut mettre une description si on a besoin. On va mettre le hashtag devant comme ça. On a un code hexadécimal valide. Et on crée le token. Donc là, notre token, il a été créé.
On a une vue comme ça sous forme de, disons, de bloc, mais on peut avoir la vue sous format JSON si on a envie. On l'a juste ici. Et maintenant qu'on a notre token, on va pouvoir soit l'utiliser, soit créer un deuxième token. Donc pour le coup, on va créer un deuxième token. Donc nous, on va vouloir créer un token font family par exemple. On va dire que c'est font. Alors, du coup, c'est texte. Voilà, font family. Là, et on va nommer ça primary. Hop, on va dire que c'est du Poppins. Enfin, mais on va mettre Helvetica. Voilà. Comme ça. Et on crée notre token. Donc on a un token aussi pour la font family, comme vous le voyez. On va pouvoir maintenant tout envoyer sur GitHub. Donc on va push sur GitHub. On va dire qu'on add des colors. Ouais, donc après, il faut se mettre raccord avec nos développeurs aussi sur quelle est la convention de nommage pour les commits. Voilà. Donc moi j'ai fait ça comme ça, mais voilà. Après il y a toujours moyen de s'arranger avec les développeurs. Et on va push. Donc là il nous fait sa petite musique, il nous dit que les changements ont été push sur GitHub, on peut potentiellement créer une pull request. Je ne vais pas le faire ici. Et ensuite, si je refresh, on voit qu'il y a 12 secondes, j'ai quelque chose qui a été envoyé sur GitHub. Directement. Donc là maintenant, je vais pouvoir aller dans mon code. Ici, dans ce code-là, je vais faire un git pull. Donc je récupère les changements, parce que je suis sur la branche main. Donc je récupère les changements qui ont été effectués. Voilà, tout a été récupéré. Et ensuite, le paquet JSON to SCSS dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai installé déjà préalablement sur le projet. Et j'ai ajouté ici une nouvelle commande qui s'appelle token, qui va en fait récupérer les différents éléments dans notre fichier JSON et les transpiler en SCSS. Et comme ça, ils seront utilisables. Voilà. À savoir que si jamais vous faites tout ce qui est React Native, etc., vous n'avez pas besoin de transpiler en SCSS, vu que vous pouvez directement l'utiliser comme ça. Voilà. Donc nous, on va faire un npm run token. Voilà. Là, il me dit que c'est bon, tout a été converti. Et là, il me rend tout ça. Je vais juste supprimer ça, voilà. Et ici, j'ai mes différentes couleurs. Voilà, donc j'ai mon bleu, j'ai mon blanc et j'ai ma couleur noire qui est là. Et ensuite, j'ai juste à reprendre mes couleurs de token et à les utiliser. Donc, par exemple, on va prendre le bleu qui est là. On va dire que, si ma page elle n'est pas très belle, mais on va pouvoir colorer le bouton en bleu. Donc pour ça, je vais sur mon bouton. Je vais lui dire que je lui ajoute un background color. Voilà. Et je lui dis que ce background color, c'est ma variable. Alors là, il ne fonctionne pas. Voilà, comme ça. Il faut juste que je refresh. Et là, on voit que notre couleur est appliquée. Si demain, cette couleur bleue, j'ai envie de la changer, je peux toujours le faire maintenant. Donc d'abord, je vais appliquer une font family sur toute la page et ensuite on pourra voir les changements en temps réel. Voilà, c'est une question d'esthétisme. Donc, je vais tout mettre ici au global et font family et hop. Et là, j'ai ma fonte qui a été chargée partout. Bon, le template n'est pas très joli, mais c'est juste pour l'exemple. Ne jugez pas mes goûts en CSS. Ils ont l'air douteux comme ça. Donc, maintenant, j'ai mes différentes couleurs ici. Voilà. J'ai envie de changer ce bleu qui me paraît trop clair maintenant. Mon designer a changé d'avis, en fait. Et maintenant, comment faire? Donc, je vais aller récupérer cette petite couleur-là. J'ai envie que mon bouton, maintenant, il ait cette couleur. Donc, je vais éditer mon token. Voilà, edit token. Je vais maintenant rentrer ma nouvelle valeur, update. Voilà. Et maintenant, j'ai un changement qui a été détecté. Et bim, je push. Je vais dire edit blue color, par exemple. Bim, et là, voilà, ça a été push. On va vérifier quand même l'histoire que lui, il ne dise pas de bêtises.
Et now, voilà, des changements qui ont été effectués. Donc la même manipulation que tout à l'heure. Je vais récupérer mes changements. Je vais convertir mon code. Et maintenant, lui, si jamais je lui demande, donc là il va me mettre une erreur, parce qu'ici il a remis des dollars, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Voilà, je vais le relancer pour être sûr, et je refresh, et là, hop, voilà, il a changé tout seul. Donc ça peut être valable maintenant pour tout, hein. Ça peut être une font family, ça peut être on ajoute des tokens, on les utilise au fur et à mesure, et comme ça, ce que le designer a juste à faire, entre guillemets, c'est mettre les bonnes conventions de nommage, prévenir ses développeurs qu'il y a eu des changements, créer une pull request, on fait ça proprement, et ensuite, normalement, tout est censé se mettre à jour tout seul. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ça, moi je me suis dit, c'est bien, mais est-ce qu'on peut automatiser un peu plus? C'est-à-dire que la partie développeur, je l'ai automatisée, c'est bien. Mais maintenant, si demain, mes designers, disons, j'ai envie qu'ils fassent un template complet pour un Google Slide, je sais pas, mes marketeurs sont sur Google Slide, donc ils ont besoin de faire une présentation à leurs clients, et j'ai envie d'avoir un truc complètement automatisé, je leur fais leur template, je leur donne, et ensuite, ils ont juste à présenter, et dès que je change quelque chose sur le template, c'est bon, ils peuvent directement l'utiliser. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour ça, on va aller sur notre Figma, on va aller créer une forme. Voilà. Là, on va créer une frame, voilà, d'abord. On va lui donner une taille, comme ça. Hop, voilà. Une frame tout à fait classique. On va faire un cercle. Voilà. On va pas se casser la tête. Et on va faire un cercle rouge. Voilà. Donc là, c'est un super template pour vos marketeurs, ils peuvent l'utiliser. Maintenant, comment faire pour exporter cette forme? Alors, il y a tout simplement un plugin sur Figma, de plus, qui permet de faire ça. Donc, on va exporter notre frame. Donc avant, je lui ai précisé que j'avais tout simplement rentré l'URL de ma présentation Google Slide dans le plugin pour qu'il la reconnaisse. Ensuite, je synchronise. Donc là, il prépare l'image, il écrit, et hop, tout est bon. Maintenant, je vais revenir sur mon Google Slide. Je vais tout en bas et hop, que vois-je? Un cercle. Donc là, on voit que j'ai réussi à exporter une forme. Et du coup, ça peut être un template complet sur nos Google Slide, du fait qu'en fait, on a juste exporté la frame de Figma dans Google Slide. Et ça, du coup, maintenant, on a vu cette magie. Comment ça fonctionne derrière? Ça fonctionne parce qu'en fait, on vient de créer là un système qui s'appelle une Design API. Alors, ça peut être bête comme ça, mais une Design API, c'est comme une API classique. Une API, c'est une interface de programmation qui permet aux utilisateurs de pouvoir interagir avec un serveur, une base de données, etc. C'est par là qu'on passe pour pouvoir créer un compte utilisateur, notamment sur un site, ajouter des posts sur Instagram, etc. On passe par une API. Mais là, on a fait la même chose. Et du coup, on pourrait très bien se dire, je me crée un écosystème autour de Figma. Je peux envoyer des données sur mon Notion, sur mon VS Code, c'est ce qu'on a fait. Sur mon Google Slide aussi. Ça marche aussi sur Google Sheet et Google Doc, etc. Le tout, en fait, ça pourrait marcher sur n'importe quoi. Il suffit que le service ait une API d'écriture et de lecture. Voilà. Pour que, quand Figma envoie les données, lui puisse les réceptionner au bon format et pouvoir les utiliser. Voilà. Figma a une API d'écriture parce qu'il peut écrire des données et les envoyer. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec nos design tokens et c'est ce qu'on a fait là avec le cercle. Et Google Slide a une API de lecture car elle permet de lire les données qui lui ont été envoyées par Figma. Voilà. Donc ça, c'est quand même hyper bien pour pouvoir automatiser tout ça. Vous imaginez demain avoir une refonte complète dans une entreprise. Alors ça arrive très peu les refontes complètes, hein. On est d'accord, mais c'est possible. Et du coup, vous pourrez utiliser ça pour vous faciliter la vie et un gain de temps considérable. Dans votre développement aussi, utiliser tout ce qui est design token et design API, ça fait gagner du temps parce qu'on n'a plus ces discussions, comme je racontais tout à l'heure, de code exact qui a changé, etc. Tout se fait automatiquement par des pull requests, etc. Et donc, on gagne un maximum de temps et on est bien plus efficace. On se concentre vraiment sur les choses importantes
Parce que ça, clairement, toutes ces discussions autour de ça, c'est des discussions qui sont pas très importantes. Couleurs qui changent. Voilà. Donc c'était le but de cette présentation. J'espère que ça vous aura éclairé dessus. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut faire plein de choses avec ça. Voilà. Voici les sources sur lesquelles je me suis basé durant la présentation. Vous pouvez les retrouver, les consulter, etc. Vous pouvez également maintenant me poser vos questions si jamais vous en avez. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver mon LinkedIn et mon GitHub ici. Et puis on se voit juste après la présentation du coup autour de cette boisson pour pouvoir en discuter à nouveau, discuter d'autres sujets également. Voilà. Je vous remercie. Très très cool. Ouais. J'ai une question. Tu nous as expliqué le fait qu'au final, un designer, via le plugin Figma, il peut pousser au final du code qui se trouve être en format JSON sur GitHub. Et on voit que là, il y a. J'imagine que c'est possible, peut-être que tu y as pensé, mais on voit qu'il y a même une action demandée au développeur qui est avec le paquet NPM qui permet de travailler avec JSON à CSS parce que tu as choisi du CSS. Il y a quand même une étape manuelle où tu dois lancer le script et exécuter. Mais après ça, on peut imaginer dans une backline de CI. Oui, ça tu peux toujours, tu vois dans tes GitHub Workflow, tu peux comment dire, exécuter des commandes, notamment pour exécuter tout ce qui est test. Tu as des npm run CI pour installer des packages, etc. Tu peux très bien te créer une partie dans ton pipeline ou un pipeline complet pour les design tokens qui te dit dès que la pull request a été acceptée, je crois qu'on peut le faire sur GitHub si je ne lis pas de bêtises, on peut normalement exécuter n'importe quelle commande à partir de GitHub Workflow et donc automatiser cette chose-là. Et du coup, ça permet au final au designer de modifier, de carrément publier une nouvelle version de l'application au final. Sauf s'il y a une étape de pull request, mais imaginons qu'il pousse directement sur la branche principale. Avec la CI/CD comme tu viens de le dire. Au final, le designer il peut changer carrément la couleur d'un bouton tout seul en fait. Sans même faire appel. Exactement. Et comme ça, les développeurs se concentrent sur autre chose. C'est fort, c'est même pas du low code. Parce qu'en tant que développeur front aussi, j'ai fait pas mal de front pendant. Ça fait 2 ans que je fais du front, beaucoup de front. Et il y a un truc qui m'énerve beaucoup et que les design tokens, justement, ils sont en train de résoudre le problème. C'est la demande de tu peux décaler ça de 10 pixels à droite ou la bordure qu'il a de 2 pixels, tu peux la mettre à 3 pixels, etc. Bah ça, en fait, le designer le fait, le développeur, il s'en occupe pas. En fait. C'est des choses tellement basiques, ça prend toujours un peu de temps, mais en fait, je me dis même ça, il y a pas mal de développeurs aujourd'hui dans le CSS qui utilisent des variables. Maintenant, il y a très peu de développeurs qui n'utilisent pas de variables. Parce que dès qu'il faut faire un changement, c'est la galère. Donc, du coup, ça permet d'automatiser ça. Donc, il y a une part de connu par le développeur et une part de nouveauté. La nouveauté, pour lui, le développeur, on dit le développeur est feignant, moins il en fait, mieux il se porte. Bah là, c'est un peu le cas. C'est le designer qui va être aux manettes parce que c'est l'interface. Et le développeur, il accepte et puis c'est tout. Tout se fait tout seul. Question ? Eh bien, très bien. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. Je voulais juste vous parler des prochains événements, notamment le prochain endroit où vous pouvez nous retrouver. Vous avez l'occasion de retrouver toute l'équipe au Bordeaux.io qui sera présente sur le salon le 2 décembre. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on a un petit stand, mais on ne sera pas forcément toute la journée au stand, mais vous nous verrez sûrement, on sera reconnaissable. On ne vous dit pas pourquoi, mais on sera reconnaissable normalement. Et évidemment, on continue la série des meet-up. Il y en a un pour sûr en janvier. Donc n'hésitez pas à poser des sujets ou à nous dire les sujets que vous voulez voir présentés lors de ce meet-up-là et des prochains. Et il y a peut-être moyen qu'on en fasse un entre-temps en décembre, mais il n'est pas validé celui-là. Donc le prochain rendez-vous de meet-up sûr, c'est en janvier. Et donc je vous dis à la prochaine. Merci à vous.